Depuis 28 ans quasiment, c'est ça, je sais Et voilà. pas. Ok. Donc, maintenant, il faut qu'on arrive. Comment c'est fait? Ah. Non, en fait, ça va, ça se démonte assez facilement. Je Et pensais ça. que c'était... Ça, comment c'est fait? Il y a un... Wow. Voilà, c'est tout. Et il faut Ok. juste qu'on arrive à... Ah oui, c'est juste de la mousse, ça, en fait, qui est collée dessus un peu. Il faut juste que... Est-ce que tu peux aller me récupérer en passant par l'autre côté? Ouais, là, on voit qu'il y a un petit repère ici pour tendre la chaîne, là. Faut que ça soit dans le verre, je suppose. Mais celle-là, ça va encore. Mais il n'y a pas ça sur la 125, par contre. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tout sûr. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Félicitations. Tu as tout le temps. Et vu le printemps. Viens à la maison. Cette journée est pour toi. Toi qui as depuis tant accompli tant et tant, et que tu as le choix, je te souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Toi qui as grandi des sommets et franchi des vallées, après tant d'années, je veux te souhaiter un joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bravo! Res revina ze jauj, res revina ze jauj. Res revina ze jauj, res revina ze jauj, res revina ze jauj, res revina ze jauj. Oh, bravo le veau. Oh, velo varbe. Bravo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bon bah je pense qu'on va enchaîner, hein. La suite ça sera la vidéo du 4 avril, quelque chose comme ça. Ça sera la vidéo du 4 avril. Je vais faire une petite balade, je sais pas trop vers où, mais voilà. Oui, et j'ai oublié de dire que ma chaîne va s'apparenter désormais beaucoup plus à une chaîne de vlog. Résumant en gros chaque semaine au fur et à mesure, plus ou moins. Avant, je faisais des résumés qui duraient en plus ou moins entre 30 et 50 jours. C'était des périodes de ma vie en quelque sorte. Ça dure à peu près entre 30 et 50 jours. Et donc là, on est à peu près au début de la période 10, mais je pense que je vais plus trop compter comme ça. Enfin, la période 10 en partant en fait du 9 mars 2025, donc ça fait à peu près un an. En un an, il y a eu 9 périodes plus ou moins à peu près. Et donc je pense que je vais faire des vlogs hebdomadaires, mais j'aime pas ce terme parce qu'on reconnaît pas le mot semaine dedans, donc des vlogs semanales. Au moins comme ça tout le monde comprend, même si c'est pas dans le dictionnaire, on comprend semanal, semainaire, semanaire. Voilà, c'est bon, hein, au bout d'un moment, peut-être que ça vient du grec, mais enfin bon. Donc ça va être des vlogs comme ça toutes les semaines.
il va y en avoir, bah, je sais pas combien, hein, voilà, à peu près, voilà, toutes les semaines. Putain, je me répète, j'arrive pas à sortir mes mots là. Parce que quand je suis stressé comme ça là, pourtant j'ai pas de raison, mais je sais pas, je perds mes mots là. Puis j'oublie toujours de dire des trucs, donc je vais rajouter des trucs comme ça à la fin, ça va être moche, ça va être dégueulasse. Mais je voulais rajouter, voilà, que je voulais faire depuis le début, je voulais faire une chaîne de vlogs et je pense qu'il y aura à peu près tous les pas forcément des vlogs, mais les résumés de certaines, périodes, mais ça va être des périodes plus courtes, du coup, ça va être des périodes d'une semaine ou 2, je pense. Et là, ça va être donc la vidéo du 4 avril et la vidéo du 4 avril, ça va être le résumé du 17 mars, en gros, du 17 mars jusqu'au bah, un peu avant, donc jusqu'au 1er avril peut-être, je sais pas. Jusqu'au 2 avril? Non, 31 mars. Jusqu'au 31 mars, voilà. Allez, salut. Et donc en gros, tout ça sera le vlog de la balade du 24 mars, puisqu'on est le 24 mars aujourd'hui. C'est tout. Voilà. Bah tu peux couper maintenant, hein. Donc là, on va essayer de faire court. Je sais pas comment on va faire exactement, mais en gros, j'étais en train de faire le montage d'une semaine de vlog, plus ou moins. Enfin, c'est plus un assemblage de photos qu'un vlog vraiment qui explique tout, mais en gros, j'allais dire, c'est du 18 au 31 mars. Et finalement, je pense qu'en fait, ça s'arrêtera le 28 mars. On va faire du 18 au 28 mars parce que vous allez voir, j'ai une petite surprise après. Donc, on va s'arrêter le 28 mars. Et puis après, il y aura donc un vlog pour une période du 29 mars au 3 avril, je crois, quelque chose comme ça. Du 29 mars au 3 avril. Et donc, voilà, là, je suis en train de préparer mes affaires parce que je pars. Il y a une occasion qui s'est présentée. Donc, oui, je serai beaucoup parti au mois de mars. Je vais faire trois road trips rien qu'entre fin février et début avril. Mais bon, c'était la meilleure occasion. Alors, bon, peut-être que je voyagerai moins cet été. Du coup, je sais pas trop. Mais je sais pas trop encore où je vais cet été. Il faut que je fixe ça. J'ai une idée, mais c'est pas fixé. Donc, mais à mon avis, l'été va me paraître long après tout ça. Mais bon. Bon, il est vrai que j'ai toujours envie de partir du côté de la Lozère, mais ça, on va attendre d'avoir un camion ou voilà, d'un véhicule pour transporter la moto et pour dormir dedans éventuellement. Oui, ça serait bien. Donc un petit camion, un petit van, mais pas trop gros pour commencer parce que en fait, vu que j'ai déjà du mal à conduire une voiture, j'imagine pas ce que ça va être avec un camion. Donc bon. Surtout que l'idée, c'est d'aller en Lozère et Lozère-Aveyron, en passant par la Creuse, le Massif central, tout ça. Enfin, tout ça, ça fait partie du Massif central en soi, mais voilà. Et pourquoi pas de descendre jusque dans les Cévennes, mais je crois pas qu'on aille plus loin parce que après c'est la Méditerranée et il y a beaucoup de monde. Il y a les villes de Montpellier et Nîmes par là, donc c'est à éviter, je pense.
Surtout que Montpellier, c'est une ville assez hostile. On va pas en parler parce que voilà. Mais toutes les grandes villes de base sont hostiles aux véhicules de base. Donc voilà. C'est un peu dommage, mais bon. Dommage pour les irrésistibles, les irréductibles qui veulent toujours pas se mettre au transport en commun parce que moi j'en fais partie. Et c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai peur et que j'aime pas me mettre avec tous les gens, avec la foule, tu vois, t'imagines la foule dans le métro, dans le tramway, dans ce que tu veux. Ça, je peux pas, je peux plus en tout cas. Même une ville comme Tours, j'ai du mal, tu vois, c'est pour dire. Donc, après, Tours, c'est la grande ville que je connais le mieux parce que c'est la plus proche de chez moi. Mais, mais même une ville comme ça, ouais, j'ai du mal. Donc, j'imagine pas les transports en commun où on est tous entassés dans le métro, dans le tramway, dans le bus. Donc non, c'est pas la peine. Je préfère qu'il y ait du monde sur la route, mais en transport individuel, plutôt que tout le monde soit entassé dans le métro, moi. Après, c'est mon avis, hein, et c'est vrai que c'est peut-être mieux dans certains cas, c'est peut-être mieux de prendre les transports en commun, mais si tu dois juste, si t'es juste de passage dans la ville et que tu fais pas toute la ville, enfin, pour moi, c'était pour me rendre à un lieu précis où il n'y a pas forcément de station juste à côté en plus. Et je fais quoi de ma moto? Parce que si j'habite à la campagne, hein, enfin bon, c'est pas le débat, c'était pas ça que je voulais dire. Mais je voulais dire par contre un autre truc qui m'angoisse, c'est qu'en ce moment, c'est pas le moment d'acheter un gros véhicule diesel qui va consommer beaucoup en plus. Donc voilà, ça m'angoisse énormément les prix du carburant. Donc je ne sais pas quoi faire honnêtement. Et que même en Espagne et au Portugal, ça a beaucoup augmenté, il paraît. Donc on est à combien? 9462. Donc je ne sais plus quoi faire honnêtement. Et c'est là que je me dis que finalement, avoir une petite 125 qui consomme que 2,7 litres au 100, c'est bien. Mais c'est dommage, il n'y a pas de kick là-dessus. Mais bon. Ah ouais, je sais pas. Ah, peut-être. Ah, j'ai fait un rapide calcul, ça me coûtait environ 40 euros par mois, peut-être un peu plus maintenant, mais vu que je fais environ 800 km par mois, et c'est déjà beaucoup, hein, il y en a peu qui font autant en moto. Mais bon, combien tu fais en voiture diesel pour ceux qui travaillent et qui font, je crois que la moyenne c'est 13 000 km par an, alors qu'en moto la moyenne c'est que 4 000 km par an, quelque chose comme ça. Moi, honnêtement, je fais 9 000 km par an en moto et en voiture très peu, donc voilà, ça compense. Et avec une moto qui consomme très peu en plus, donc bah peut-être un peu plus maintenant parce qu'avant j'avais que la 125 mais maintenant que j'ai une 500 cm3 aussi donc ça ça se répartit sur les deux motos donc mais j'ai quand même fait beaucoup avec la 125 dernièrement donc c'est que j'aime voyager, c'est pas de ma faute, c'est que j'ai envie de voyager, de découvrir et tout ça mais et donc je me suis dit j'avais déjà envie de partir vendredi ou peut-être même samedi matin, enfin là on est samedi matin et je sais pas comment je vais remplir ma journée quoi par exemple.
Bah moi, si j'avais un camion, j'aurais dormi peut-être 1 ou 2 nuits dans les Deux-Sèvres, de quoi visiter un petit peu les environs. Et ensuite, je serais parti directement en Charente-Maritime ou en... Voilà. Je sais que les bords de mer, c'est pareil, les bords de mer, c'est hostile aux camping-cars et à tout ça, et aux vannes en général. Donc, donc voilà. Salut. Ouais, bah je vais ressortir la petite 125 parce que même si elle roule beaucoup, elle va pas du tout rouler de la semaine, enfin jusqu'à vendredi. Et puis là, pour le coup, c'est la 500 qui va faire énormément de kilomètres jusqu'à vendredi, donc voilà. Pareil, je sais pas quoi te dire, comme je disais dans la précédente vidéo, je suis pas le premier à dénoncer ça et je serai pas le dernier non plus. Ouais, je me suis mis là, mais je sais même pas ce que je vais faire et ce que je vais dire, donc ça économisera 30 minutes de pellicule en plus, parce que c'était déjà bien assez long, donc donc le van, je vais le garer chez mes grands-parents parce qu'ils ont pas beaucoup de terrain, mais ils ont une maison au bord de la mer, donc voilà. Au moins, je serai tranquille parce que personne va venir me déranger dans l'impasse de mes grands-parents, donc mais c'est vrai que alors il y a quelques aires de camping-car, mais je suis sûr qu'elles sont super chères, notamment à La Palmyre. À mon avis, il y a une aire, il y en a, je crois qu'il y en a même au moins 2, des aires de camping-car à La Palmyre, mais ça m'étonnerait pas qu'elles soient super chères vu là où elles sont placées. Donc pour moi, c'est non, hein, c'est niet. Déjà qu'il y a, il paraît que c'est en train de changer en bien dans certains cas parce que s'il y a de plus en plus de barrières de hauteur, il y a aussi de plus en plus d'aires de camping-car gratuites, je crois. Il me semble, ouais. Il me semblait avoir entendu ça. Après, peut-être que je me trompe, mais il me semblait avoir entendu ça. Qu'il y avait de plus en plus d'aires de camping-car spécialisées et je crois gratuites ou pas chères. En tout cas, je sais pas exactement, mais il y en a beaucoup qui sont gratuites quand même, je crois, hein. Il y en a plus que ce qu'on croit quand même, je crois. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, ce qui est pas une bonne chose, c'est ce que j'appelle la dictature de la sécurité, ou en gros l'envie de tout contrôler, de tout parquer, je sais pas comment on dit. Ça m'angoisse beaucoup aussi. Euh, Je disais des fois, je veux pas que ça devienne Singapour, c'est-à-dire, pour moi, Singapour, c'est une dictature de la sécurité où la moindre petite connerie, tu la payes très très cher, jusqu'à la peine de mort pour certains trucs, donc c'est pour ça que je fuis Singapour et j'ai pas du tout, du tout, du tout envie d'y aller. Mais même des trucs moins graves, c'est au moins 100 € d'amende pour je sais plus quoi, enfin
c'est abusé, je trouve, pour certains trucs. Alors, il y en a qui vont dire c'est bien, mais moi, je trouve que c'est abusé et que c'est... pour moi, on a le droit à un pardon et à une deuxième chance aussi, au cas où on n'était pas au courant, quoi. Pour moi, c'est primordial. Pour les multirécidivistes, oui, pas de pardon, mais pour ceux qui ne savaient pas, ils ont besoin d'une deuxième chance. Ça sera mon message à faire passer. Bon, là, ça fait déjà 10 minutes qu'on tourne. Mais, ouais, je veux pas que ça devienne... je veux pas que le... Pour monter l'angoisse au maximum, je veux pas que le monde entier devienne une dictature de la sécurité, moi. Je veux qu'on soit encore libre et... De toute façon, un jour, si ça augmente trop, le peuple va se révolter, hein, de toute façon, ce que je t'ai toujours dit. Euh, Ça va finir en bain de sang parce que ça va être durement maté par la dictature, mais le peuple va se révolter un jour, de toute façon. C'est obligé. Alors au péril de nombreuses vies, hein, avec des millions de morts, mais si ça devient comme ça va... Oui, ça va péter à un moment, hein. Ça va péter forcément, hein. J'ai fini, à l'origine, on devait parler de mon road trip, donc le triangle, pas le triangle des Bermudes, mais le triangle vendéen peut-être, puisque en gros, ça va faire un gros triangle que j'avais envie de faire depuis. Enfin, c'était une idée, c'était pas ce que j'avais le plus envie de faire, mais c'était une idée que j'avais bien envie de faire quand même. D'en gros, de partir de chez moi en Indre-et-Loire pour descendre en Charente-Maritime et puis ensuite remonter jusqu'en Loire-Atlantique parce qu'il y a aussi une maison de famille de par là. Et ensuite, de rentrer chez moi en Indre-et-Loire. Alors, ça aurait été peut-être plus sympa avec le van pour visiter sur plusieurs jours et faire vraiment visiter toutes les régions parce que là, euh, je vais devoir tout faire les trajets dans la journée. Alors que, enfin, pas 700 km dans la journée, mais chacun des trois côtés du triangle, je vais devoir le faire en une seule journée, tu vois. C'est-à-dire 250 km. Alors, ça me dérange pas de faire 250 km dans la journée, mais t'as pas le temps de visiter toutes les choses qu'il y a sur la route, quoi. Et moi, c'est ça que je voulais faire à l'origine, c'est de visiter un peu sur la route. Mais bon, c'est pas très grave, on reviendra. J'espère qu'il sera jamais trop tard et qu'on reviendra en van un de ces jours quand je m'y serai un peu plus habitué. Parce que à l'origine, en plus, je voulais enfin, sur mon premier plan, c'était un gros véhicule que j'avais choisi. Enfin, le classique Peugeot Boxer L2 H2, tu vois, le truc que tout le monde a en van aménagé soi-même ou en camping-car, c'est un peu la base de tout. Mais c'est volumineux, quoi. Ça fait 2,55 m de haut sur 5,40 m de long sur 2 mètres de large et 2,50 m avec les rétroviseurs, je crois même. Donc, c'est volumineux, quoi. Ça passe pas forcément partout. Et encore moins sous les barres à 2 mètres. Donc, bon. Après, ça varie. Il y en a à 2,10 m, il y en a à 2,20 m, il y en a à 1,90 m pour vraiment faire chier. Il y en a... Ça varie. C'est comme le peuple, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les tailles. T'as des gens qui font 1,50 m, d'autres qui font 1,80 m, d'autres qui font plus de 2 mètres. T'en as de toutes les tailles, donc voilà, c'est pareil. C'est comme les personnes, t'en as de toutes les tailles. Moi, personnellement, si ça peut t'intéresser, je suis plutôt petit, je fais qu'1,60 m et c'est pour ça que ça me posait un peu problème en moto parce que faut pas être. Enfin, en moto, c'est assez compliqué d'être petit, surtout quand t'aimes les trails super motards, hein, qui sont des motos plutôt hautes en général. Donc voilà. La 125, ça va parce qu'elle est très légère et elle est très légère et très fine, donc finalement je touche facilement les pieds par terre et je la retiens très facilement vu qu'elle fait que 120 kg, donc peut-être un peu plus avec le top case, elle fait 110 à vide, je crois, donc peut-être 120, 130 avec les équipements, mais voilà, ça reste quand même très léger. Alors que déjà la 500, elle fait 170 kg et
Elle a peut-être un centre de gravité un peu plus bas, mais quand même assez haut par rapport à la CBF, qui elle est plus basse, je pense, que la CBX. Je sais pas trop. J'étais à un moment limite intéressé par les MT-07, mais ça me renvoie un mauvais souvenir, en fait. Non pas parce que c'est la moto la plus volée, il paraît, mais parce que c'est encore une fois un de mes cousins qui en a une, mais qui s'en sert pas, et du coup, ça me met très en colère, donc j'ai du mal avec la MT-07 maintenant, alors que pourtant je l'aime bien cette moto, je la trouve jolie, mais encore une fois, pas les dernières générations, les 2013 à 2020 peut-être, avant qu'ils mettent le phare LED qu'on voit pas, avec une vraie optique de phare, quoi. Moi je veux une moto avec une vraie optique de phare, parce que sinon c'est moche, quoi. Même les griffes de lion de Peugeot, c'est moche, quoi. J'aime pas. Alors, je veux bien l'idée des griffes de lion, parce que le lion, c'est le symbole de Peugeot, mais oui, parce que Peugeot a ressorti récemment une moto de 300 cm3 et une 125 aussi, la PM03 et PM01, mais j'aime pas du tout niveau design. Sinon, j'adore que Peugeot refasse des vraies motos à vitesse, parce que Peugeot, c'est notre héritage français, quoi. Voilà, quoi. On a bien Yamaha qui a racheté MBK et qui produit ses motos à Saint-Quentin, mais c'est... Ouais, bon, c'est pas pareil, quoi. Alors que Peugeot, Pour le coup, Peugeot, c'est peut-être pas tout produit en France, mais c'est français d'origine, donc... Voilà, pour moi, c'est Peugeot, le patrimoine français, c'est le plus grand constructeur français, parce qu'ils ont fait des voitures, ils ont fait des motos... Et puis c'est toujours eux qui font le Kisby, donc bon certes c'est un scooter 54 temps, mais c'est mon premier véhicule, le Kisby, donc il y avait le scooter Peugeot Tweet qui existe en 50 et en 125, et donc la version 125 qui avant 2016 avait un kick, avait un démarrage au kick. Bon, c'est vrai que on va pas encore entrer dans le détail parce que la vidéo va faire déjà plus de 30 minutes je pense, là ça fait 18 minutes qu'on tourne. Mais moi, je voulais une moto avec un kick. Et je l'ai eu puisque ma 125 XTX, elle en a un. Mais c'est assez rare, quoi. Même à l'époque, dans les années 2006, par là, même les Honda n'avaient plus de kick, alors que les Yamaha l'avaient encore parce que c'est le moteur de la YBR, en fait, qui a à la fois le kick et démarreur électrique, et qui est encore monté sur certaines motos d'aujourd'hui, comme je crois la Orca Astor et la Beta Alp, pour ceux qui connaissent, parce que c'est pas très très connu, et avant qui était monté sur des motos Rieju, donc des motos espagnoles, je crois. Aujourd'hui, Rieju, c'est très connu pour les 50 cm3, mais il y a eu aussi des 125, et il y en a toujours, je pense, mais c'est plus le même moteur. Pour ce qui est des 50, bon, c'est ce qu'on appelle, je crois, le moteur AM6, donc le moteur de la DT50, je pense, à l'origine, et qui est toujours monté aujourd'hui, hein, sur toutes les 50 cm3, ou la plupart en tout cas. Mais c'est un moteur 2 temps, le AM6. Bon, en même temps, les 54 temps, ça n'avance pas grand-chose. Mais après les 2 temps, c'est pas que j'aime pas le bruit, mais c'est... Il y en a qui vont pas être d'accord, mais je trouve que c'est mieux avec un échappement d'origine. Ça fait pas un bruit terrible non plus, mais ça fait pas trop de bruit au moins, et c'est sympa. C'est mieux qu'un 2 temps qui hurle dans la rue, qui casse les oreilles à tout le monde. Alors qu'avec un pot d'origine, ça fait un bruit de 2 temps quand même, mais ça fait un bruit plus sympa, je trouve. Puis pareil, les 4 temps. Bon, pour le coup, je trouve que ma 125 4 temps, elle fait pas beaucoup de bruit, mais après, ça me va encore. Elle fait un petit bruit de 4 temps sympa, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont changé l'échappement, mais moi, j'ai eu la chance d'en trouver une avec très peu de kilomètres et avec échappement d'origine. Très peu de kilomètres, sachant que depuis, elle a fait 2500 kilomètres en 17 ans. Ensuite, avec papa, on a fait 4000 kilomètres jusqu'à ce que j'ai mon permis en un peu moins de 2 ans. Et depuis que j'ai le permis 125, puis le permis A2, là, elle roule. Là, elle a fait 6400. On est à 18 000 aujourd'hui,
12 000 kilomètres en un peu plus d'un an. Bah 9 600 en un an exactement. En 365 jours, j'ai fait 9 600 kilomètres. Donc c'est pour ça, ça nous fait un calcul de 800 kilomètres par mois. 800 kilomètres par mois. Et comme elle a une autonomie d'à peu près 300 kilomètres, moi j'avais compté par rapport à la consommation. 2,7 litres au 100. 2,7 litres, c'est pas grand-chose. Et donc ça fait une consommation de 21,6 litres par mois. Et 21,6 litres, ça fait environ 40 euros. Enfin, j'avais compté environ 40 euros, mais maintenant ça a peut-être un peu augmenté. Mais avant, c'était moins cher, disons. Il y a quelques mois, c'était très peu cher. Enfin, très peu cher. C'est pas l'époque où il me semblait que je l'avais connu à 1,20 €, il me semblait à une époque, mais bon. Bizarrement, personne s'en souvient. J'ai l'impression que je suis le seul à me souvenir que l'essence était descendue très très bas à un moment, il y a plus de 10 ans, je pense. Je sais pas quand exactement, mais il me semblait que le litre était à 1,20 € à une époque. Et voire même, je crois, proche des 1 euro, 1,05 €, quelque chose comme ça. Ça devait être... Ouais, alors oui, à une époque, pendant très longtemps, le diesel était moins cher, donc le 1,05 € le diesel et 1,20 € le sans-plomb, quelque chose comme ça. Puis ensuite, on a eu à 1,20 € le diesel et 1,40 € le sans-plomb. C'était encore bien cette époque-là, mais bon. Moi, j'ai souvenir de ça, et c'était il y a, ouais, peut-être 10 ans. Je devais avoir 10 ans, du coup, à l'époque. Mais je me souvenais de ça, quoi, alors que j'ai l'impression que personne d'autre s'en souvient, que les prix étaient très bas il y a 10 ans. Je sais plus, honnêtement, je sais plus quand c'était exactement, mais je pense que ça doit bien faire une dizaine d'années maintenant. Après, il y a eu la pandémie, les conflits et tout ça qu'on foutu le bordel, c'est le cas de le dire. Ça a foutu le bordel dans le monde entier. Pour les plus vieux, se souviendront peut-être du choc pétrolier de 73, mais encore une fois, je pense que c'était encore autre chose et que, par exemple, tu vois, par rapport à l'inflation, à l'époque, on payait encore en francs. Il y a eu certainement de l'inflation entre 73 et 99. Ensuite, il y a eu le passage à l'euro. Il y a eu de l'inflation, je pense, de 2002 à aujourd'hui. Voilà, quoi. Faut pas comparer un euro d'aujourd'hui et un euro d'il y a 25 ans. C'est pas tout à fait la même chose, je pense. Donc, peut-être qu'en 10 ans, même en 10 ans, il y a eu un peu d'inflation, mais ça n'a pas doublé non plus en 10 ans, quoi. Donc, le pain, tu ne l'achètes pas 2 euros aujourd'hui, quand tu l'achetais 90 centimes à l'époque. Il y a 10 ans, tu l'achetais 90 centimes et aujourd'hui, c'est 1,10 € la baguette à peu près. Enfin, ça dépend des boulangeries, mais c'est environ ça aujourd'hui. Donc, ça a augmenté, certes, mais ça n'a pas doublé, quoi. Il paraît que la hausse du prix du pain, ça a été la cause de la Révolution française de 1789. Donc bon, hein, faut pas abuser non plus, faut pas pousser mémé dans les orties, comme on dit. Donc oui, demain matin, je pense partir assez tôt, même si je crois qu'il va faire très froid demain matin. Je pense que je vais partir en road trip. Je vais faire plus de 1000 kilomètres avec la 500, donc encore une fois, 1000 kilomètres, vu qu'elle consomme 3,5 litres au 100. Ça reste pas beaucoup quand même, 3,5 litres au 100 par rapport à une voiture qui fait entre 5 et 7 litres et un van qui fait proche des 10 litres, ça dépend, mais ça dépend de beaucoup de choses. Mais honnêtement, je vais voir comment je vais me débrouiller, sachant que là, je crois que je dois être à la moitié du plein, donc je vais faire le plein en arrivant peut-être à mi-chemin vers Mel, certainement dans les Deux-Sèvres. Je crois qu'en plus, bon, c'était il y a plus de 6 mois, ça a dû changer. Il y a plus de 6 mois, il était moins cher le carburant. Donc, mais qu'avec mamie, on avait vu que c'était moins cher à Mel. C'est souvent moins cher à Mel. Donc je pense que je vais faire le plein à Mel. Je sais pas si ça sera moins cher, mais je crois que mamie, elle disait que c'était souvent moins cher à Mel. Donc je sais pas pourquoi, mais voilà. Et puis les Deux-Sèvres, c'est aussi là où j'ai acheté ma 125 en plus. Et elle est plus ou moins toujours restée par là avant ça parce que alors elle a été probablement vendue à Niort par le concessionnaire Nippon Moto. Alors je sais pas si ça existe toujours ou si ça porte toujours ce nom, mais sur mon porte-clés d'origine c'est écrit
Nippon Moto 79 000 Niort-Bessines, quelque chose comme ça. Alors Bessines, c'est une petite commune juste à côté de Niort, effectivement. Et ensuite, elle a peut-être été, je crois qu'elle a eu deux propriétaires avant moi, un truc comme ça, mais quelqu'un qui devait probablement habiter en Vendée, donc le premier propriétaire peut-être qui devait habiter en Vendée puisqu'elle est immatriculée en Vendée. Elle a enfin, le numéro de la Vendée sur la plaque, et après, elle est retournée dans les Deux-Sèvres, bah, toujours pas très loin de Niort d'ailleurs, où le premier propriétaire, je crois qu'il a pas beaucoup roulé, et le deuxième, il a presque pas du tout roulé, donc elle s'est un peu abîmée à pas servir, mais bon. Et donc, c'est là qu'on l'a acheté, donc le 28 avril 2023 précisément. Ça va faire 3 ans déjà. Et depuis, je m'en sers beaucoup et je l'aime trop, cette 125 là. Donc sinon, avec la Honda, la 500, on peut faire environ 350 km avec le plein. On met 13 litres pour faire 350 km. Je crois qu'on met 13 litres environ. Donc je te laisserai calculer. Mais la 125, on est à 2 litres 7 parce que je fais 300 km avec 8 litres à peu près. Donc comme il n'y a pas de jauge sur la 125 et ça m'était déjà arrivé en plus une fois de tomber en panne et j'avais fait 360 km, mais c'est que je croyais avoir fait le plein alors qu'en fait je l'avais pas fait. Donc j'avais fait 360 km du coup. Donc je sais que je peux faire au grand maximum 360 km, mais voilà, du coup je mets 300 pour être sûr, je dis tous les 300, et tous les 300 je mets à peu près 7 à 8 litres, donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est sûr qu'une 125, pour l'avantage que c'est, ça consomme très peu. Franchement, c'est le principal avantage qu'une 125 4 temps, je précise, parce qu'il y a aussi des 125 2 temps, mais ça consomme un peu plus. Les DT, je sais pas, chez Suzuki, c'est la TS 125, je crois. Puis après, t'as les très vieilles motos. Mais en vrai, la DT 125, je la trouve jolie aussi. Elle me plaisait un peu, mais je préfère les 4 temps parce que c'est peut-être plus facile d'entretien, c'est plus, entre guillemets, plus durable. Enfin, en tout cas, tu as moins besoin de changer de pièces. Par contre, sur les 2 temps, je crois que ça se change facilement, mais il faut changer le piston tous les, je sais pas combien. Alors que sur les 4 temps, tu l'ouvres que tous les 100 000 km, le moteur. Enfin, je sais pas, mais tu as peut-être de temps en temps une chaîne même la chaîne de distribution, je crois que tu la changes que tous les 100 000, ouais, même pas, je sais pas. Bah non, parce que déjà les voitures, les courroies, c'est tous les 60 000, je crois. Donc, et la chaîne de distribution, des fois, il n'y a même pas besoin de la changer. Mais en tout cas, pour l'instant, elle en a que 18 000. Mais si je veux l'emmener loin, je sais pas trop. Il n'y en a pas beaucoup des motos qui ont plus de 100 000 km. Il y en a, mais alors, il y en a certaines, peut-être ceux qui roulent vraiment beaucoup, qui ont atteint les 200 000 km. Notamment un scooter Honda que je connais grâce à la chaîne Olivier BRD sur YouTube. Il a un scooter Honda qui a fait presque 200 000 km depuis 2010 et je crois qu'il l'a acheté neuf en 2010 en plus. Et il a fait presque 200 000 km depuis. Un truc de fou. Mais parce que c'est du Honda, mais je pense que Yamaha c'est pas mal non plus. Faut que je vois peut-être les YBR qui ont fait le plus de kilomètres, mais je crois qu'il y en a qui ont fait, il y en a qui ont fait 100 000 kilomètres, peut-être même plus. Mais ça va être ouais, peut-être plus des YBR que des XT, parce que la XT, bon, si elle est quand même assez connue, et c'est moins vendu que la YBR, je pense. Donc voilà. Puis c'est les mêmes pièces moteurs, c'est le même moteur, donc ça doit être les mêmes pièces moteurs à peu près. C'est le même piston cylindre en tout cas, je pense. Pour l'instant, j'ai pas besoin de le changer, j'en suis qu'à 18 000, mais quand même, vaut mieux être prévoyant au cas où, j'en sais rien. Et donc pour moi, c'était pour ça que je préfère les 4 temps, parce que ça consomme très peu, et puis c'est plus durable, et puis voilà, et puis il y a moins de risques aussi que, par exemple, sur les 2 temps, bah
généralement soit une pompe à huile avec un réservoir d'huile séparé qui fait le mélange de temps, quoi, le mélange à 2 ou 3%, ça dépend, mais je crois que sur les motos, c'est plus 2% en général. Donc voilà, sauf que des fois, il se peut qu'elle marche pas très très bien, et là, c'est la cata. Donc il y en a du coup qui font le mélange directement dans le réservoir à 2%, mais ça implique de se promener avec une bouteille d'huile quand tu vas faire le plein. Enfin, de... Je connais pas beaucoup de personnes qui font ça, mais enfin, via YouTube, j'en connais qui font ça, je crois. Après, ça va être demandé peut-être à ceux qui ont des 50 cc, parce que c'est surtout les 50 cc en 2 temps, et il paraît qu'il y en a qui changent le piston tous les ans, donc après ça dépend combien tu roules, mais même 10 000 km par an, tous les 10 000 km, c'est pas possible, quoi. Donc j'aime bien les 2 temps, mais niveau pour rouler au quotidien, c'est pas forcément le mieux, je pense. Après, c'est vrai que les 2 temps, c'est sympa, c'est un charme, ça a un charme, effectivement. Et puis, bah alors la DT, justement, la DT 125, parce que les 50, pour le coup, elles ont toutes le démarrage au kick et même pas toutes démarreur électrique. Alors que les 125, pour le coup, alors l'ADT, elle avait les deux jusqu'en 2005 peut-être. Parce qu'il y a eu des séries de DT 125 qui avaient plus de kick, ce qui est dommage, je trouve, mais bon. Je pense après 2005, ouais. Alors que, bah, pour le coup, pour les 4 temps, t'as eu, je crois, la SR 125 ou la TW aussi, qui sont la génération d'avant. C'est plus ancien que la YBR et la XTX. Mais elles n'ont pas de kick par contre, alors qu'elles sont plus anciennes. Donc autant avoir une XTX ou YBR dans ce cas-là. Pour moi, le kick, ça reste quand même très important. Bon, déjà parce que j'adore les démarrer au kick, mais c'est surtout au cas où tu n'as plus de batterie ou un problème de démarreur ou je sais pas trop quoi. T'es bien content de pouvoir la démarrer au kick, mais bon. En plus, celle-là, franchement, elle se démarre hyper facilement au kick. Enfin, il y a un peu de compression, mais franchement, ça se fait sans problème. C'est pas comme je sais pas, peut-être les XT600 ou les... Enfin, c'est connu pour les grosses cylindrées. Je pense que plus c'est gros en cylindrée, plus c'est dur à démarrer. Mais bon, j'ai bien réussi à démarrer un quad 600 cm3 au lanceur à cordes. Là, c'était un lanceur à cordes qu'il y avait dessus, mais... Ouais, les XT600, j'ai jamais essayé parce que j'en connais pas personnellement qui en ont. Des XT600 ou 350. À un moment, j'étais attiré par la XT350 parce que c'est une cylindrée moyenne comme j'aime bien et donc bah c'est parfait. Moi, je recherchais des cylindrées moyennes comme ça. Après, je sais pas combien ça consomme exactement, mais peut-être un peu plus que ma 125. Et puis finalement, on s'est penché sur une 500 parce qu'au moins la 500, elle fait 47 chevaux d'origine. C'est le moteur Honda bicylindre 471 cm3. Bah écoute, ça a l'air plutôt fiable. Après, j'en sais rien vu que c'est assez récent, donc je sais pas sur la durée. Donc à voir si on pourra faire au moins 100 000 km avec, mais bon. Pour l'instant, pareil, elle en a que 9 000, mais elle va en faire beaucoup des kilomètres, donc bon. Oui, puisqu'on a déjà fait 2000 kilomètres depuis le mois de décembre, hein, depuis qu'on l'a. Alors que l'ancien propriétaire, pareil, il roulait pas beaucoup, mais il a quand même fait 7000 kilomètres en 4 ans, donc ouais, je crois qu'il l'avait acheté neuve pour le coup, lui. En 2021, elle est de 2021, donc c'est un peu trop récent pour moi, mais bon. Si on peut au moins faire la vidange soi-même, c'est bien. Si on peut au moins faire la vidange soi-même, et il paraît que là-dessus, tu peux faire l'entretien, tu peux encore faire l'entretien toi-même, parce que c'est japonais, encore une fois, je pense. Parce qu'à mon avis, les Allemands, ils veulent pas qu'on fasse l'entretien nous-mêmes, par exemple. Enfin, les Allemands, ça va être plus pour les voitures, mais je pense que même les motos BMW, il paraît qu'il y a pas mal d'électronique, donc dommage. Mais les voitures, c'est hors de question maintenant, hein. Putain, maintenant, plus je connais les voitures nouvelles, moins j'ai envie d'en acheter. J'ai envie d'acheter une vieille 2 chevaux, un truc où il n'y a que de la mécanique. Et allez vous faire voir avec vos autos modernes hybrides et machin, là. J'en ai marre. C'est juste que j'en ai marre. Mais même sans être forcément très très ancien, une 106 de 1998,
Ça commence déjà à remonter, ça va faire déjà presque 30 ans, euh, mais au moins la 106 de 98, il y a très peu d'électronique. Il y a quand même je pense, un allumage électronique ou un petit calculateur ou un truc comme ça, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a. Parce que les vitres, c'est encore à la manivelle. Euh, le... je crois qu'il n'y a pas vraiment de clim. Il y a de la ventilation, mais pas vraiment de la clim qui fait du froid avec le gaz toxique ou je sais pas quoi, là. Euh, Bon, il n'y a pas de siège chauffant parce que on n'en avait pas besoin dans une voiture d'entrée de gamme comme ça à l'époque. Et puis, voilà, quoi. Il y a juste tout ce qu'il faut. Il y a une vraie roue de secours en dessous. Il y a une vraie roue de secours sous la voiture. Et puis, il y a même le kit de cric et de quoi changer la roue, de quoi soulever la voiture et changer la roue. Il y a tout ça qui est inclus dedans, à l'origine depuis 98. Et puis, bien sûr, les vidanges, tu peux les faire toi-même. Bon, peut-être qu'on s'en fout un peu partout, mais on a fait la vidange nous-mêmes, on a fait plein de trucs nous-mêmes là-dessus. On a même changé l'embrayage, par exemple. On a mis un mois, mais on a changé l'embrayage sur la 106. Et puis esthétiquement, je trouve qu'elle est plutôt jolie. Elle est pas trop carrée comme les 205 des années 80. Elle est pas trop arrondie comme les C3 des années 2000, par exemple. Elle est pas moche, elle est sympa, elle est bien faite. Elle est bien proportionnée, elle est bien faite, elle est bien dessinée. Pas comme les 308 PureTech hybrides ou je sais pas quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais encore une fois, je suis pas le premier à le dire et je suis pas le dernier non plus, donc c'est pour ça que en van, je sais pas trop quoi m'acheter parce que même les années 90, par exemple, c'est des vieux diesels qui font un bruit dégueulasse et qui consomment peut-être un peu aussi. Euh, et puis de manière générale, peut-être même les... Je sais pas, mais qu'est-ce que tu veux faire avec une 2 chevaux camionnette? Est-ce que tu ferais un road trip de 3000 km avec une 2 chevaux camionnette? Pour transporter une moto dessus, en plus, c'est pas forcément... Mais par contre, ouais, un transporteur de 99, on en avait vu un, mais pourquoi pas, ça peut être une idée. Non, à l'origine, c'était ça, je cherchais, enfin au tout début, mais quand j'y connaissais pas grand-chose, je cherchais effectivement un type Peugeot Boxer de 2006 à 2009. Oui, c'est assez restreint comme fourchette de temps, comme fourchette d'années, mais au moins on est sûr que 2006 à 2009, c'est encore assez récent, mais qu'il n'y a peut-être pas trop d'électronique encore dessus. Enfin, quoique les 206 cc, il y avait déjà de l'électronique dessus, donc bon, pareil, ça me dépasse ça. Mais je veux au moins pouvoir faire l'entretien annuel moi-même. Après, oui, les gros travaux, pourquoi pas, mais ce qui coûte le plus cher, c'est la main-d'œuvre, c'est le fait qu'il faille tout démonter, toutes les pièces, pour accéder à un truc qui coûte pas cher à remplacer, mais qui coûte très cher en main-d'œuvre, c'est ça le problème. Par exemple, si tu dois changer un embrayage, je suis sûr que ça doit te coûter des milliers, quoi, parce que c'est coincé entre le moteur et la boîte de vitesse, il faut démonter la boîte de vitesse, tu y mets au moins... nous, on a mis un mois, mais même c'est une journée entière de main-d'œuvre, je sais pas. Oh, peut-être pas une journée entière, mais 3, 4, 5 heures, je sais pas. Et 5 heures à 50 euros, au moins, ça fait 250 euros, mais plus, je sais pas, plus les taxes, plus la TVA, plus le surplus, plus les marges aussi, parce qu'ils se font pas mal de marges aussi, des fois, hein, croyez-moi. C'est comme ça qu'ils en vivent, mais des fois, ils se font des marges un peu excessives. Donc, tu comptes au moins 80 euros, je pense. Donc, 80 fois 5, ça fait 400. 400 euros de main-d'œuvre juste pour changer, je sais pas, un embrayage qui vaut 80 euros. Enfin, en tout cas, sur la 106, ça valait 80 euros. Sur un expert ou boxer, je sais pas combien, mais j'en sais rien. Et c'est tout ça que je veux savoir, justement, pour ne pas me faire avoir et que ça me coûte moins cher en entretien parce que déjà ça va me coûter cher en carburant et après des véhicules comme ça on en trouve à tous les prix effectivement entre moins de 5000 euros pour certains et plus de 50 000 pour d'autres
Bon, après 50 000, ça va être des véhicules presque neufs, en excellent état, suivis, ok, mais non, j'ai pas un budget pour ça. Moi, j'ai peut-être 5 000 euros de budget, 7 000, 10 000. Je m'étais dit 10 000. Je m'étais dit 10 000 au début, mais écoute, ça m'arrange si c'est moins cher et que c'est plutôt en bon état. Faudrait qu'il soit sain de carrosserie en termes de rouille et tout ça. Faut qu'il y ait pas, voilà, faut pas qu'il soit bouffé par la rouille. Et après, niveau POC sur la carrosserie, vu que je suis nul en stationnement, en manœuvre, à la rigueur, on s'en fout, mais bon. Puis ça fait un petit charme. Par exemple, la 106, elle a quelques imperfections sur la carrosserie. Tant qu'elle n'est pas défoncée, ça va. Mais elle a quelques toutes petites imperfections, par exemple. Ça, je trouve que ça fait son charme. Vraiment, sur une voiture qui a plus de 20 ans, entre 20 et 30 ans, par exemple, ça fait un certain charme si la carrosserie est pas parfaite, qu'elle est un tout petit peu déformée par endroits. Je trouve que ça donne un certain charme. Après, c'est subjectif, mais... Et après, effectivement, qu'il soit sain de moteur, surtout, et correctement entretenu, avec les vidanges j'en sais rien, toutes les 10 000 peut-être là-dessus, mais... Parce que quand je vois que maman, sur son Tiguan, elle fait la vidange que tous les 2 ans et 30 000 kilomètres, ça m'inquiète un peu quand même. Sur une boîte automatique, en plus, je sais pas comment ça marche, mais... Moi, c'est sûr que ça m'arrangerait une boîte automatique, mais niveau mécanique, encore une fois, c'est niette. Parce que je veux pouvoir la réparer moi-même, la boîte. Donc non, je préfère me casser la tête à savoir où sont les vitesses, là, le 1.3.5 de 4R, machin, là. En plus, je crois que les fourgons, c'est même 6 vitesses qu'ils ont en général. Mais la sixième, tu la mets que pour faire de l'autoroute ou des très grandes vitesses, je crois. Enfin, au-dessus de 80-90, je crois. Enfin, quoique la Honda, la moto, la 500 cm3, elle a une sixième vitesse, je la passe à partir de 80, ouais, mais tu vois, quand t'es rendu à passer la sixième à 80, c'est que tu peux rouler en cinquième, en fait. Ça va peut-être consommer un petit peu plus, mais... La Honda, la 500, elle est incroyablement souple, c'est-à-dire que en quatrième, par exemple, tu prends la quatrième vitesse, tu peux descendre à 35 km/h comme monter à 80 km/h avec la quatrième. Une fois, je suis monté à 80 en quatrième. Donc, bon. Et puis avec la sixième, tu peux redescendre à presque 60 pour monter à probablement plus de 130, parce que bon, en France, c'est limité à 130 sur les autoroutes, mais bon. J'ai jamais pris l'autoroute. On a peut-être pris des voies à 110, mais c'était pas moi qui conduisais. Moi, j'ai dû prendre peut-être quelques voies rapides à 90 km/h. Et déjà, c'est déjà impressionnant en moto, donc... Alors là, je sais pas trop ce que je vais faire. Oui, parce que si en plus, faut remonter... pour remonter de la Charente-Maritime à la Loire-Atlantique sans passer par La Rochelle, La Roche-sur-Yon et tout ça... Bah, j'ai trouvé une route qui est un peu parallèle, enfin qui coupe entre Rochefort et Aigrefeuille-d'Aunis. Et c'est juste après Aigrefeuille-d'Aunis, je sais plus trop où ça va, ça prend des plus petites routes, donc c'est un peu le bordel. Mais trouver le moyen ensuite de rejoindre Maran, qui fait la frontière entre la Charente-Maritime et la Vendée. Et ensuite après, je pense Luçon, les Sables d'Olonne, mais pour le coup, on prendrait plus la rocade des Sables d'Olonne parce que je sais que c'est une grande ville et qu'il y a pas mal de monde. Je sais pas trop ce que ça donnerait, mais ça sera un mercredi, je pense que je vais faire ça. Donc il devrait pas y avoir trop de monde sur les routes le mercredi. Bon, à part aux heures d'embauche et de débauche, mais... Et puis après, ouais, je me poserai bien près de la mer du côté de, je sais pas, Saint-Gilles, Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Mont, je connais pas par là. Peut-être même, je sais pas si je vais à Noirmoutier encore une fois. Je sais qu'il y a l'île de Noirmoutier après. Et puis après de remonter par jusqu'à Pornic, voilà, par là. Ça va être quand même une longue journée, ça je pense, une longue route. Mais comme je dis, je vais faire beaucoup de kilomètres parce que rien que le triangle fait 750 kilomètres à peu près.
Donc plus j'ai compté 1000 km à peu près. J'ai compté faire dans les 1000 km. Donc voilà. Et là ça fait 49 minutes qu'on tourne. Donc je pense que c'est d'ores et déjà bien trop long. Mais je me disais effectivement que j'allais plus faire une chaîne de vlog un peu hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Du coup je sais pas si on dit comme ça. Mais toutes les 2 semaines en gros. Mais je sais pas du coup si bi-hebdomadaire ça veut dire toutes les 2 semaines ou 2 fois par semaine. Parce que on dit bimensuel, mais pour moi bimensuel ça veut plutôt dire 2 fois par mois. Enfin, pour moi un magazine bimensuel il me semble que c'était 2 fois par mois. Mais ça peut être aussi tous les 2 mois, mais c'est pas du tout la même chose entre tous les 2 mois et 2 fois par mois. Donc là oui ça va être des vlogs je pense 2 fois par mois puisque ça va représenter une semaine et demie à 2 semaines à peu près. Environ 2 semaines, ouais. Donc à voir, mais bon, ça fait 50 minutes qu'on tourne, c'est déjà très très long. Mais tout ça, en fait, ça préfigure un peu ce que je veux faire, les aventures. Et là, pour le coup, ça sera très vlog, parce que si je me lance dans la van life, mais encore une fois, je m'identifie pas à la tendance van life, c'est juste que j'ai envie de voyager et d'aller plus loin avec la moto, donc il me faut un véhicule pour transporter la moto. Alors, je pense que ça serait plutôt la 125 que j'emmènerais sur le van, mais donc oui, je pense qu'un transporteur 98, ça serait bien ça serait une bonne idée. Donc oui, je pense que ça peut être une bonne option ou un, je sais pas, chez Peugeot, c'est l'Expert, mais les Peugeot Experts de cette époque-là, ils sont affreusement moches, on dirait des véhicules de chasseurs ou de je sais pas quoi. Tu vois, les vieux Citroën Jumpy, c'est un peu la même chose, Citroën Jumpy et Peugeot Expert. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je trouve que pour le coup, les nouveaux, ils sont. Ah non, les nouveaux, ils font trop Citroën en fait. Ils font trop grosse calandre de C3 là qui est dégueulasse. J'aime pas non plus. Et puis les entre-deux, les 2006-2010 là, euh, ça va. C'est moins pire, on va dire, mais c'est pas terrible non plus. Donc finalement, pour le coup, les Volkswagen de 98, ils sont plus jolis. En plus, Volkswagen, c'est quoi? C'est la base du Combi et du California. Donc c'est... voilà, c'est mythique. C'est le van de hippie par excellence. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise après tout ça, hein? Mais ça, c'est le T4, je crois, du coup 92 à 2000 et quelques, je sais pas combien exactement, 2002, je sais pas, 92 à 2002, ouais, probablement. Il est assez carré, mais il est pas moche. Il est moins moche que le T3, je trouve, parce que le T3, pour le coup, qui est typiquement années 80, le T3, justement, c'est typiquement l'évolution du combi T1 et T2, mais dans les années 80, donc avec des courbes très droites, très carrées, et avec un nez écrasé. Donc ça, je trouve que le nez écrasé dans le carré des années 80, c'est moche, alors que pour le coup, les T1 et T2 sont très jolis, mais le T3, je trouve que c'est moins beau. Par contre, le T4, ils ont refait un nez de voiture, si je peux dire, c'est-à-dire un nez plus pointu et avec une belle calandre, quoi. Puis après, pour les T5, T6 et peut-être T7, maintenant, on doit être au T7 aujourd'hui, je pense. Mais là, pour le coup, c'est plus dans le budget, là. C'est plus dans notre budget, ça se vend au moins 10 000, donc, enfin... Et encore, non, même beaucoup plus. Pour les derniers, ça se vend beaucoup plus cher, mais... Parce qu'il y en a un, je crois, qui était encore à presque 10 000, alors qu'il avait 800 000 kilomètres. Il était peut-être un peu plus récent, par contre, que celui de 98. Mais bon, si ça fait 800 000, c'est la preuve que c'est fiable et durable, hein, je pense. C'est ça que je cherche. Après, je veux juste pouvoir faire l'entretien moi-même, donc faut voir comment c'est fait sur un transporteur 98. C'est vrai que j'aurais préféré avoir du Peugeot que du Volkswagen, mais après Peugeot, je sais pas ce que ça... À l'époque, ils travaillaient déjà avec Fiat, c'était la base du Fiat Scudo, je pense, pour le Expert, et le très fameux Fiat Ducato pour le Peugeot Boxer. Qui avant 94 s'appelait J5. En fait, le premier s'appelait J5 de 81 à 94 et ensuite il s'est appelé Boxer depuis 94 en fait. Donc après il y a eu le Boxer phase 1, enfin première génération qui est encore assez carré,
qui est assez carré jusqu'à 2005, et après à partir de 2005-2006, il a pris les courbes, qu'il a encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, et les courbes ont très peu changé depuis 2006. Il n'y a que la calandre et la face avant qui a un peu changé au fil des générations, mais sinon, la caisse en elle-même n'a pas changé de design depuis 2006, sur le Fiat Ducato Peugeot Boxer et tout ça. Donc, je trouve ça dingue, je trouve ça incroyable. Et en même temps, ça fait une économie de thunes, mais aussi, bah, c'est plus joli comme ça, en gardant le design un peu arrondi, enfin carré mais arrondi des années 2000. Mais c'est vrai que c'est des véhicules utilitaires à la base, donc c'est fait pour être pratique et pas forcément pour être joli, c'est pour ça, donc c'est le seul problème. Mais sinon, après ça, bon là, ça va faire quasiment 1 heure qu'on tourne, donc je vais devoir arrêter là. Mais il y a tout un débat là-dessus, je pense que je vais réfléchir un peu. Je vais réfléchir un peu, puis peut-être d'ici la fin de l'année, je me disais je ferai tous les travaux d'aménagement pendant l'hiver pour pouvoir partir avec dès le printemps. C'est ce que je m'étais dit en tout cas à l'époque où j'y connaissais encore pas grand-chose, où j'avais appris sur le tas en autodidacte. Allez, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Et donc, ben on aura fait ouais, les photos du 28 mars. Je sais pas trop ce qu'il y a encore. Les photos du 28 mars. Et après, le 29, je pars. Et je reviens du coup normalement le 3 avril. Le vendredi 3 avril, s'il fait pas trop mauvais, parce que je crois que c'est pas terrible la météo ce jour-là, mais tant pis. Je voulais rentrer le vendredi 3, donc bon. Pour profiter un maximum, mais pour être revenu le week-end de Pâques, parce qu'il commence à y avoir plein de choses le week-end de Pâques. Et puis surtout, la fête retrouvée de Saint-Épin, c'est l'événement par excellence. C'est le lundi de Pâques, donc le 6 avril. Et après, il y a la balade de Chinon Moto le 11 avril. Et après, je sais pas trop ce qu'il y a le 12 avril. Il y a les voitures à Sazilly, c'est le 26 avril, je pense, le dernier dimanche d'avril en général. Parce que les années précédentes, c'était le dernier dimanche d'avril. Donc le 28 avril, ça va faire 3 ans que j'ai ma XTX déjà. Et puis début mai, j'ai des choses de prévues aussi. Et puis après, il va y avoir de plus en plus d'événements, de fêtes locales comme ça, tous les week-ends jusqu'en septembre, à mon avis, tous les week-ends jusqu'à fin septembre. Donc, faut en profiter, quoi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup du mal avec le manque d'activité l'hiver. Pour moi, je pense qu'on ne devrait pas manquer d'activité l'hiver. Mais, je sais pas, il y a très peu de... J'ai l'impression que les gens veulent rien faire l'hiver à part le ski, certainement. Mais je pense qu'il y a autre chose à faire que du ski en hiver aussi. Après, oui, bien sûr, ça va être beaucoup d'activités d'intérieur. Mais moi qui suis passionné de motoneige, j'aimerais bien un jour, ça fait 5 ans que je veux faire de la motoneige en hiver, mais bon, on y viendra un jour, j'espère. Allez, sur ce, je vous laisse après 59 minutes de monologue que personne va regarder. Donc j'espère que ça vous a plu et que... eh ben à bientôt. Et voilà. Et puis je ne sais pas quand je le sortirai exactement, probablement le 11 ou 18 avril selon le temps que j'ai au montage. Ça sera donc probablement le 19e carnet de voyage. 19e carnet de voyage déjà. Sur le fameux triangle vendéen ou le triangle poitevin ou le triangle... Je sais pas comment l'appeler. Le triangle vendéen, ça me sonne bien comme nom, mais... Allez, à bientôt.